10 ans. Pendant 10 ans, Maya s'était construit une nouvelle vie, brique par brique, sur les ruines laissées par Mark. Mais un soir, lors d'une réunion d'anciens élèves de leur lycée, il a tenté de tout détruire. Devant leurs anciens amis, il s'est présenté avec une fausse compassion, la décrivant comme une ratée, une femme trop faite sur le déclin qui avait troqué son âme contre la sécurité. Il pensait l'avoir piégée, humiliée et brisée. Il pensait que personne ne verrait jamais la vérité. Il n'avait jamais imaginé que sa nouvelle vie et son nouveau mari franchiraient cette porte. L'invitation était restée sur l'îlot en marbre de sa cuisine pendant 3 semaines. Un rectangle crème impeccable, symbole de jugement. Réunion des 10 ans de la promotion 2014 du lycée Northgate. Maya Vale? Non, elle s'appelait Maya Ashford désormais, suivie du doigt manucuré le blason en relief. Une boule familière se forma dans son estomac. Ce n'était pas la réunion en elle-même qui la terrifiait. C'était lui, Mark. Son nom seul était comme un membre fantôme. Une douleur là où une partie d'elle-même avait été amputée, mais jamais oubliée. Son mari, Rowan Ashford, entra dans la cuisine, sa présence calme contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage dans son esprit. Il était un homme taillé dans une pierre différente de celle de Mark. Alors que Mark était bruyant et ambitieux, Rowan était silencieux et solide comme une montagne. Il posa une main sur son épaule, son toucher était doux, son regard perspicace. « Tu y repenses encore », dit-il d'une voix grave et apaisante. Ce n'était pas une question. Maya expira sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. « C'est ridicule. Pourquoi est-ce que je le laisse encore avoir ce pouvoir sur moi? Cela fait 7 ans que nous avons divorcé. Parce que les blessures guérissent, mais les cicatrices restent. Il a été ton premier tout. Ce genre d'histoire ne s'efface pas comme ça. » Le pouce de Rowan dessina lentement un cercle sur son omoplate. Il comprenait mieux que quiconque le réseau complexe de son passé. Il connaissait l'histoire que Mark racontait au monde entier, celle d'un jeune avocat ambitieux et de sa femme simple et compréhensive qui n'arrivait tout simplement pas à suivre. Mais Rowan connaissait la vérité. Les remarques désobligeantes constantes, le harcèlement moral, la façon dont Mark avait systématiquement détruit sa confiance en elle jusqu'à ce qu'elle se sente comme un fantôme dans sa propre vie. « Je ne veux pas y aller », murmura-t-elle en se tournant vers lui. Ses yeux, de la couleur d'un whisky chaud, ne portaient aucun jugement, seulement une affection profonde et inébranlable qui, après 4 ans de mariage, semblait parfois trop belle pour être vraie. « Alors nous n'y irons pas », dit-il simplement. C'était ça, Rowan. Il ne la poussait jamais. Il lui offrait un refuge, un endroit tranquille où elle pouvait se poser. C'était précisément cette qualité qui lui donnait envie d'être plus forte. « Non, je dois y aller. Si je ne le fais pas, c'est lui qui gagnera. Il dira à tout le monde que j'avais trop peur de montrer mon visage, que je me cache. » Elle regarda autour d'elle leur cuisine, un vaste espace de verre et d'acier qui donnait sur les lumières scintillantes du centre-ville de Chicago depuis leur appartement terrasse. Il dira « Je me cache dans ma cage dorée. » Cette phrase était une citation directe du dernier email de Mark, un message venimeux envoyé après qu'il eut appris ses fiançailles avec Rowan, un homme dont la fortune dépassait les ambitions les plus folles de Mark. Mark avait bâti une carrière réussie en tant qu'avocat plaidant de renom, mais Rowan Ashford possédait le genre de richesse générationnelle qui faisait se sentir petits les hommes comme Mark, et Mark détestait se sentir petit. « Ce qu'il dit est le reflet de lui-même, pas de toi », murmura Rowan en la serrant doucement dans ses bras. Elle respira son parfum, du bois de santal et du lin propre, à 1000 lieues de l'eau de Cologne coûteuse et agressive de Mark, qui sentait toujours l'insécurité. « Intellectuellement, je le sais, dit-elle, la voix étouffée contre sa poitrine. Mais émotionnellement, je suis toujours cette fille de 24 ans qui croyait tout ce qu'il disait à mon sujet, que j'avais de la chance de l'avoir, que je n'étais pas assez intelligente, assez ambitieuse ou assez intéressante par moi-même. » La nuit de la réunion arriva comme un nuage d'orage au ralenti. Maya se tenait devant le miroir en pied de leur dressing, un espace plus grand que son premier appartement avec Mark. Elle portait une robe bleu saphir, une robe fourreau simple et élégante que Rowan avait choisie. Elle était sobre, mais sa couleur faisait ressortir ses yeux bleus, et sa coupe laissait deviner la force qu'elle avait acquise, tant à la salle de sport que dans son âme. Elle avait passé les 4 dernières années à redécouvrir la femme que Mark avait tenté d'effacer. Avec les encouragements discrets de Rowan,
Elle avait repris ses études et obtenu le diplôme d'histoire de l'art qu'elle avait abandonné pour soutenir la carrière juridique de Mark. Elle avait créé une petite société de conseil qui connaissait un certain succès, aidant des collectionneurs privés à authentifier et à conserver leurs acquisitions. Elle n'était plus seulement l'ex-femme de Mark ou la femme de Rowan. Elle était Maya Ashford, respectée, cultivée, une personne à part entière. Alors pourquoi se sentait-elle comme une imposteur dans sa propre peau ce soir? Tu es magnifique. La voix de Rowan depuis l'embrasure de la porte la fit sursauter. Il était appuyé contre le cadre, déjà vêtu de son costume. Un chef-d'œuvre de Tom Ford parfaitement taillé qui le faisait ressembler moins à un homme d'affaires qu'à une star de cinéma. Mais ses yeux n'étaient pas rivés sur la robe. Ils étaient rivés sur son visage. Mais tu as aussi l'air d'être sur le point d'affronter un peloton d'exécution. Elle lui adressa un faible sourire. C'est du même ordre. Il s'approcha d'elle et posa ses mains sur sa taille. Il va essayer de t'atteindre, mais il va utiliser nos vieux amis comme public. Il jouera la victime, l'ex-mari magnanime qui s'inquiète tellement pour toi. Il imita parfaitement le ton pompeux de Mark. Il laissera entendre que tu as fait un mariage intéressé, que tu n'es qu'une croqueuse de diamants. Il essaiera de invalider tout ce que tu as construit. Je sais, dit-elle d'une voix tendue. Et que vas-tu faire? Maya regarda son reflet, la femme qui la fixait. La peur était toujours là, un léger tremblement derrière ses yeux. Mais sous cette peur, quelque chose d'autre bouillonnait, une lueur de défi. La femme que Mark avait épousée se serait effondrée. La femme que Rowan aimait était faite d'une étoffe plus solide. Je sourirai, dit-elle. Sa voix gagnant en force, j'ai l'impression. Je serai poli et je ne le laisserai en aucun cas voir mon sang couler. Les lèvres de Rowan se courbèrent en un sourire fier. Il était censé assister à un gala de charité ce soir-là, un engagement qu'il ne pouvait pas annuler. Il la rejoindrait plus tard à la réunion s'il pouvait s'échapper. Pendant les premières heures, elle serait seule. C'était un test. Elle connaissait son propre Everest. Alors que la voiture avec chauffeur sillonnait les rues de la ville, chaque kilomètre la rapprochait du Northgate Country Club, lieu de la réunion et d'une décennie en arrière. Elle serrait son petit sac de soirée, les jointures blanchies. Il ne s'agissait pas seulement de revoir Mark. Il s'agissait d'affronter les fantômes de celle qu'elle était autrefois et de prouver une fois pour toutes que la cage dorée n'était pas une prison, mais une forteresse qu'elle avait contribué à construire. Et ce soir, pour la première fois, elle était prête à la défendre. Le Northgate Country Club était exactement comme dans ses souvenirs. Un monolithe de briques tentaculaires, symbole de l'argent ancien et des traditions étouffantes. L'air à l'intérieur de la grande salle de bal était chargé des fantômes des insécurités adolescentes, désormais masqués par des parfums coûteux, des sourires forcés et le bourdonnement discret de la rivalité professionnelle. C'était une symphonie de nostalgie et de regret, et Maya sentit une vague l'envahir lorsqu'elle franchit la porte. Pendant un instant, elle resta figée, une cible facile. Les visages se tournèrent, les chuchotements éclatèrent comme des feux de brousse, et elle sentit le poids collectif de 10 ans de ragots s'abattre sur elle. C'est Maya Vale, tu sais, l'ex de Mark. Tu sais avec qui elle est se marier maintenant? Puis une voix familière et accueillante coupa le bruit. Mais, mon Dieu, tu es venue. Jessica Tran, sa meilleure amie depuis la maternelle, s'est éloignée d'un petit groupe et l'a enlacée dans une étreinte féroce. Jess, aujourd'hui pédiatre à l'esprit vif, mère de 2 enfants, et toujours fatiguée mais rayonnante de bonheur, avait été son roc pendant le divorce. Elle était l'une des rares à l'avoir vu dès le début les fissures dans la façade parfaite de Mark. « J'ai failli ne pas le faire, » admit Maya, la voix tendue par la tension. « Eh bien, tu es incroyable, comme si tu n'avais rien à perdre, prête à tout brûler. »« Incroyable, » dit Jess en la tenant à bout de bras. « Cette couleur te donne un air puissant. » Maya parvint à esquisser un sourire sincère. « C'est mon armure pour la soirée. Tant mieux, tu vas en avoir besoin. » Le chacal tient sa cour près du bar. Les yeux de Mia suivirent instinctivement le regard de Jess, et il était là. Mark. Physiquement, il n'avait pas beaucoup changé. Il avait toujours les mêmes cheveux blond sable, la carrure athlétique de ses années de football universitaire et le sourire qui aurait pu vendre de la glace à un Esquimau. Il était entouré d'un public captivé, d'anciens coéquipiers, d'anciennes pom-pom girls,
de personnes qui avaient toujours gravité autour de lui. Il gesticulait, un verre de scotch à la main, sa voix résonnant dans la pièce avec le charme facile et exercé qui l'avait autrefois captivé. Il ne l'avait pas encore vu. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, tel un oiseau affolé pris au piège dans une cage. « Respire, May, respire. »« Viens, » dit Jess en lui prenant de la main et en l'entraînant vers un coin plus calme. « Allons boire un verre, tu me raconteras tout sur cette affaire d'art à Florence. J'ai besoin de vivre par procuration à travers quelqu'un qui ne passe pas ses journées à regarder des photos d'éruptions cutanées. » Pendant l'heure qui suivit, Maya réussit à exister dans une bulle soigneusement construite. Jess et elle renouèrent avec quelques personnes sincèrement jardées de leur passé. David Chen, un nerd adorable, désormais développeur d'applications à succès, et Sarah Bell, une artiste discrète, propriétaire d'une entreprise florissante de création florale. Les conversations étaient légères, sans risque. Ils ont parlé de carrière, de famille, de l'absurdité de vieillir. Maya s'est sentie peu à peu se détendre, le nœud dans son estomac relâchant son étreinte mortelle. Peut-être que cela ne serait pas si terrible. Peut-être qu'il l'ignorerait tout simplement. C'était un espoir insensé. Elle a vu le moment précis où il l'a remarqué. Son sourire a vacillé pendant une fraction de seconde. Ses yeux, d'un bleu pâle et froid qu'elle trouvait autrefois si beaux, se sont légèrement plissés, comme ceux d'un prédateur repérant sa proie. Il s'excusa auprès de son groupe. Ses mouvements étaient fluides et délibérés alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule pour la rejoindre. Jess lui serra le bras. « C'est l'heure du spectacle, » murmura-t-elle. « N'oublie pas qui tu es. » Maya redressa les épaules, ses doigts se crispant autour du verre froid de son eau pétillante. Elle ne s'enfuirait pas. Elle ne se cacherait pas. « Mia, je t'ai presque pas reconnue, » dit Mark en s'arrêtant devant elle. Sa voix était comme une gaine de soie recouvrant une lame. Ses yeux balayèrent lentement et délibérément son corps, de ses talons de créateur à ses simples boucles d'oreilles en perles, s'attardant un instant sur la bague en saphir et diamant que Rowan lui avait offerte. C'était un regard à la fois admiratif et dédaigneux, comme s'il évaluait du bétail. « Tu es très élégante. » C'était le même compliment ambigu qu'il utilisait depuis des années. « Tu es très jolie ce soir, May. C'est incroyable ce qu'un petit effort peut faire. » L'ancienne Mire aurait rougi et bégayé. La nouvelle Mire soutint son regard sans broncher. « Bonjour, Mark. Tu n'as pas changé du tout. » Elle prononça cette phrase d'un ton neutre et froid, laissant planer l'ambiguïté. Une lueur d'agacement traversa son visage avant qu'il ne la masque avec son charme habituel. Toujours le même Mark, travaillant dur, menant le bon combat. Il adressa son sourire à Jess. « Jess, ravi de te voir. Comment va la famille? » Il jouait le rôle du type aimable et amical, celui qui prend de la hauteur. C'était une performance calculée pour les personnes qui observaient maintenant subtilement leur interaction. « Nous allons très bien, Mark, » répondit Jess d'un ton sec et froid. L'attention de Mark se reporta sur Maya. « Alors, il paraît qu'il faut te féliciter. Tu as décroché le gros lot, Owen Ashford. C'est impressionnant. Ça doit être agréable de ne plus avoir à se soucier de rien. » Le premier coup avait été tiré. Il était subtil. Une insinuation soigneusement formulée lancée devant leur père. « Tu n'as pas gagné ta vie, tu l'as épousée. »« Je suis très heureuse, Mark, » répondit simplement Mia, refusant de mordre à l'hameçon. « Oh, j'en suis sûr, c'est loin de notre petit appartement à Wrigleyville, n'est-ce pas? » Il rit, un rire qui se voulait partagé et nostalgique, mais qui était teinté d'une pointe d'amertume. « Tu te souviens quand on comptait nos sous pour pouvoir s'offrir une pizza le vendredi soir? Je suppose que tu manges dans des assiettes en or maintenant, hein? » Il construisait son récit pièce par pièce. Il était l'homme de la terre, se souvenaient-ils tous, celui qui avait bâti son succès à partir de rien. C'était elle qui avait pris un raccourci, qui avait abandonné leur histoire commune pour une vie de luxe imméritée. Il créait un déséquilibre des pouvoirs, se présentant comme le héros auquel on pouvait s'identifier et elle comme l'élite détachée et inaccessible. « Je me souviens très bien de notre histoire, Mark, » dit-elle, sa voix baissant d'un ton, une pointe d'acier s'insinuant dans son timbre. « Je me souviens de tout. » Son sourire se crispa. Il savait qu'elle ne parlait pas seulement de la pizza. Elle parlait des nuits où elle était restée éveillée à taper ses mémoires,
des entretiens d'embauche prometteurs qu'elle avait refusés pour pouvoir soutenir ses rêves, de l'héritage de sa grand-mère qui avait payé ses frais d'examen du barreau, un investissement qu'il avait depuis longtemps oublié de mentionner. Il s'apprêtait à répliquer quand quelqu'un lui tapota l'épaule. C'était Tom Riley, l'ancien quarterback et l'un des plus proches acolytes de Mark. « Mark, mon pote, on va bientôt porter un toast. Tu dois dire quelques mots. » Le visage de Mark s'illumina. Un public, un micro. C'était son habitat naturel. Il adressa à Maya un dernier sourire condescendant. « Excuse-moi, mais certains d'entre nous doivent encore réseauter. » Il se retourna et se dirigea vers la scène, laissant Maya seule dans le silence et le remous provoqué par son arrivée. Jess laissa échapper un sifflement discret. Le narcissique avait atterri et se préparait à une exécution publique. Maya le regarda monter sur scène, le sang glacé dans ses veines. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Il n'allait pas seulement l'humilier en privé, il allait le faire devant tout le monde. Le cliquetis d'un couteau contre une flûte de champagne coupa le brouhaha de la salle de bal. Un son aigu et perçant qui exigeait de l'attention. Toutes les têtes se tournèrent vers la petite scène improvisée où se tenait Mark, baigné dans la lumière chaude d'un projecteur. Il tenait un micro dans une main et son verre de scotch à moitié vide dans l'autre, ressemblant en tout point à un maître de cérémonie. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il semblait confiant, charmant et parfaitement à l'aise. Maya savait mieux que quiconque. Elle reconnaissait la lueur prédatrice dans ses yeux, la tension subtile dans sa mâchoire. Mark était dans son élément, dans une salle d'audience remplie de ses pairs, où il était à la fois procureur et témoin vedette. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Un chœur d'acclamations et de sifflements lui répondit. « Je suis tellement heureux de vous voir tous, disant. Pouvez-vous le croire? Certains d'entre nous ont pris un peu d'âge. » Il marqua une pause pour laisser place au rire. Certains d'entre nous ont pris un peu de richesse. Son regard balaya la pièce et s'attarda un instant sur Maya. Et certains d'entre nous sont simplement heureux d'être encore debout. Il était passé maître dans l'art de l'insinuation. Chaque mot était un caillou soigneusement choisi, jeté dans l'étang de l'opinion publique pour créer des ondulations de spéculation. Maya se tenait raide, la main de Jess posée sur son dos, source de chaleur et de réconfort. Elle pouvait sentir les regards curieux de leurs camarades de classe, leurs visages mêlant intrigue et pitié. « Je regarde autour de moi et je vois beaucoup d'histoires à succès, » poursuivit Mark, son ton devenant faussement sincère. Des médecins, des entrepreneurs, des parents, des gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour construire quelque chose de réel, quelque chose dont ils peuvent être fiers. Il prit une gorgée de scotch, laissant sa déclaration flotter dans l'air. Le sous-entendu était clair. Le véritable succès s'obtient par la lutte, pas par le mariage. Son regard se posa à nouveau sur Mayer, cette fois-ci sans la quitter. Il leva son verre dans un toast moqueur. « Et je tiens à rendre un hommage particulier à mon ex-femme, Maya Vale. » Un murmure parcourut la foule. C'était audacieux, même pour Mark, de l'appeler par son nom de jeune fille, de le faire aussi publiquement. C'était un geste calculé pour la dépouiller de son identité actuelle et la ramener dans un passé qu'il contrôlait. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais May et moi étions amoureux au lycée. Nous avons construit notre vie ensemble à partir de rien. Il secoua la tête, un sourire triste et nostalgique jouant sur ses lèvres. J'ai mis tout ce que j'avais dans ma carrière pour nous construire un avenir. Et elle était à mes côtés pendant un certain temps. L'expression « pendant un certain temps » était imprégnée d'un poison délicat. Elle suggérait qu'elle avait abandonné la mission, qu'elle n'avait pas eu la force de mener le combat jusqu'au bout. Maya serra les poings à ses côtés. Elle sentait le sang battre dans ses oreilles. Ils réécrivaient leur histoire en temps réel, se présentant comme le mari travailleur et abandonné. « La vie nous emmène dans des directions différentes, » poursuivit-il, la voix dégoulinante d'une fausse magnanimité. « Les chemins divergent, les gens changent, et même si mon chemin a peut-être été un peu plus escarpé, un peu plus difficile, je n'échangerai cette épreuve pour rien au monde. Cela forge le caractère. Cela vous apprend ce qui est vraiment important. » Il tissait une toile et elle en était le centre. Chaque mot était destiné à la rabaisser, à présenter son bonheur actuel comme superficiel et immérité. Il jouait sur le cliché classique de la croqueuse de diamants, un récit aussi vieux que le monde et tout aussi efficace.
Il savait que dans une salle remplie de personnes qui avaient passé la dernière décennie à gravir les échelons de l'entreprise et à rembourser leur hypothèque, son histoire de courage serait bien plus crédible que celle de Maya, qui avait épousé un milliardaire. Une femme près d'eux, que Maya se souvenait vaguement comme étant une pom-pom girl nommée Tiffany, chuchota à son ami juste assez fort pour être entendue. « Ouah, je me suis toujours demandé ce qui leur était arrivé. Ils semblaient tellement bouleversés. » Maya eut d'un haut le cœur, ça marchait. Il jetait son sort et ils tombaient tous sous son charme. « Mais tu sais, » dit Mark en se penchant vers le micro, d'une voix confidentielle, presque confessionnelle. « Je m'inquiète parfois pour elle. Vraiment. » Il regardait maintenant Mia droit dans les yeux, le regard rempli d'une inquiétude théâtrale qui lui donnait la chair de poule. Quand tout vous est servi sur un plateau d'argent, vous pouvez perdre le contact avec la réalité. Vous pouvez oublier qui vous êtes, d'où vous venez. Vous pouvez oublier les personnes qui étaient là pour vous quand vous n'aviez rien. C'était la première pierre. Ce n'était pas une accusation directe, mais l'expression d'une inquiétude. C'était une manipulation magistrale présentant sa cruauté comme de la gentillesse. Il ne l'attaquait pas. Il s'inquiétait pour elle. C'était le gentil, l'ex-mari attentionné, qui voulait seulement ce qu'il y avait de mieux pour elle. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tout le monde la regardait, attendant sa réaction. Une larme, un déni, un accès de colère. N'importe quelle réaction émotionnelle serait une victoire pour lui. La preuve que ces mots avaient atteint leur but, Maya prit une inspiration lente et délibérée. Elle se souvint des paroles de Rowan. Il essaiera de invalider tout ce que tu as construit. Elle se souvint de sa propre promesse. Je ne le laisserai pas me voir souffrir. Elle leva légèrement le menton. Elle ne détourna pas le regard de Mark et fit quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Elle sourit. Ce n'était pas un grand sourire, ni un sourire heureux. C'était un petit sourire, serein et totalement indéchiffrable. C'était le sourire d'une femme qui connaissait un secret qu'il ne pouvait pas comprendre. Son absence de réaction sembla le déstabiliser. Il s'attendait d'avoir une faille dans son sang-froid, un signe de faiblesse qu'il pourrait exploiter. Il n'en vit aucun. Il hésita un instant, son charme rustique s'évaporant pour révéler l'animosité brute qui se cachait derrière. Il se ressaisit rapidement et termina son toast avec panache. Alors, levons notre verre à la promotion 2014. Au travail acharné, au véritable succès et à ne jamais oublier qui vous êtes. Quelques applaudissements brisèrent la tension, mais ils étaient hésitants. Mark avait légèrement surjoué son rôle. L'attaque avait été trop personnelle, trop directe. Il avait mis les gens mal à l'aise, mais le mal était fait. La première pierre avait été jetée et Maya savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le reste de la foule ne se sente encouragé à faire de même. Le toast de Mark avait changé l'atmosphère de la salle. C'était comme s'il avait tiré sur un fil qui avait commencé à défaire le tissu social poli de la soirée. L'air, autrefois rempli de souvenirs joyeux, était désormais chargé du bourdonnement électrique des commérages. Mia se sentait comme un spécimen sous verre, le sujet d'une centaine de conversations silencieuses. Les chuchotements étaient partout, discrets, mais palpables. Elle pouvait les voir dans les regards rapides jetés en coin de l'œil, les têtes penchées ensemble en petits groupes conspirateurs, les silences soudains qui s'installaient lorsqu'elle passait devant un groupe. Jess, farouchement loyale, a tenté de faire diversion. Ne les écoute pas, mais ce sont des vautours. Ils se nourrissent de ce genre de choses. Mais il était impossible d'ignorer les jugements. Ils étaient subtils, formulés non pas sous forme d'accusations directes, mais dans des questions soigneusement formulées. « Maya, je suis si heureuse de te voir. » C'était Bethany Wells, une femme qui avait été la reine du lycée et qui semblait désormais désespérée de s'accrocher à toute apparence de pertinence sociale. Son sourire était large, mais ses yeux étaient perçants et inquisiteurs. « Nous avons tous été très surpris d'apprendre pour toi et Mark. Vous sembliez si parfaits ensemble. Et puis, wow, Rowan Ashford, ça a dû être un véritable tourbillon. » L'implication était claire. Comment quelqu'un comme toi a-t-il pu séduire quelqu'un comme lui aussi rapidement? « Ces 4 années ont été merveilleuses, » répondit Maya d'un ton neutre, refusant d'en dire plus. Sa brièveté était un bouclier, mais Bethany y vit un défi. « Je peux l'imaginer. J'ai vu ta photo dans le Chicago Monthly l'hiver dernier, lors de la collecte de fonds de l'hôpital, la fondation Ashford, n'est-ce que pas? Ça doit être incroyable de faire partie de ça.
C'est tellement différent des ventes de gâteaux et des réunions de parents d'élèves. Le rire de Betty était cristallin. C'était une tactique classique des filles méchantes. Faire semblant d'admirer tout en soulignant les différences perçues pour créer un sentiment d'altérité. Elle rappelait à tout le monde que Mia n'appartenait plus à leur monde. Avant que Mia n'ait le temps de répondre, Scott Peterson, un ancien coéquipier de football de Mark, s'approcha, une bière à la main et un air suffisant sur le visage. Vale ou Ashford, je suppose que Mark nous parlait juste du bon vieux temps. On était fauchés à l'époque. Mais on s'amusait bien, n'est-ce pas? Rien ne vaut le plaisir de toucher son premier vrai salaire, vous savez. Il a applaudi Mark, qui était réapparu opportunément à l'arrière. Ce type est un as au tribunal. Il a bâti son cabinet à partir de rien. Vous devez être très fier de lui. La question était une pique délibérée destinée à la mettre dans une position délicate. Si elle était d'accord, elle validait Mark. Si elle n'était pas d'accord, elle semblait amère. L'ambition de Mark a toujours été l'une de ses qualités déterminantes, dit-elle d'une voix soigneusement polie. C'était de la vérité, mais dépourvue de toute chaleur. Mark passa un bras autour des épaules de Scott, jouant le rôle du leader magnanime. « Oh, c'est de l'histoire ancienne, Scotty. Nous sommes tous passés à des choses plus importantes et meilleures. » Il regarda Mia. Certains d'entre nous ont simplement dû gravir des échelons plus élevés pour y parvenir. Les chuchotements s'intensifièrent, les jugements devinrent plus prononcés. Chaque interaction était une petite coupure, insignifiante en soi, mais collectivement, elle commençait à ébranler sa détermination. Mark avait réussi à empoisonner le puits. Il avait façonné le récit, et maintenant ses alliés le renforçaient. Ils le voyaient comme un self-made man, un homme auquel ils pouvaient s'identifier, issu du même milieu qu'eux. Ils la voyaient comme une étrangère qui avait vendu son ticket pour une vie facile. Le plus douloureux était le silence de ceux qui auraient dû mieux la connaître. Des gens qu'elle considérait comme des amis. Des gens qui étaient venus dans son premier appartement avec Mark, qui l'avaient vu cumuler 2 emplois pour subvenir à leurs besoins pendant qu'il faisait ses études de droit. Il restait désormais à l'écart, détournant le regard, refusant de contester la version des faits de Mark. Leur silence était une forme de complicité, une approbation tacite de sa cruauté. Cela alimentait sa plus grande crainte, que Mark ait eu raison depuis le début, qu'elle soit insignifiante, que ses contributions puissent être facilement effacées de l'histoire. Elle se retira à une petite table vide dans un coin, ayant besoin d'un moment pour respirer. La salle de bal lui semblait se refermer sur elle, la musique joyeuse contrastant de manière moqueuse avec le tumulte qui régnait dans sa poitrine. Elle regardait Mark faire le tour de la salle, riant, serrant des mains, acceptant des tapes dans le dos. Il rayonnait de la confiance du vainqueur. Il ne se contentait pas de l'humilier. Il ralliait des soutiens, consolidant sa position sociale à ses dépens. C'était là son motif caché, comprit-elle. Il ne s'agissait pas seulement de lui faire du mal, il s'agissait de pouvoir. Dans leur petit monde commun des anciens élèves du lycée Northgate, il rétablissait sa domination. Il réglait un compte qui n'avait rien à voir avec leur mariage, et tout à voir avec son ego fragile, blessé par le fait qu'elle avait épousé un homme bien plus brillant qu'il ne pourrait jamais espérer l'être. Une silhouette s'approcha de sa table, et elle se prépara à une nouvelle attaque. Mais c'était David Chen, le développeur informatique discret qu'elle avait rencontré plus tôt. Il tenait 2 bouteilles d'eau et lui en tendit une. « J'ai pensé que vous en auriez peut-être besoin, » dit-il, le regard bienveillant. Il se comporte vraiment comme un crétin. Les larmes montèrent aux yeux de Meyer, qui fut soudainement envahi par un élan de gratitude. « Merci, David. Je me souviens que tu m'aidais à faire mes devoirs de calcul à la bibliothèque, même quand tu étais débordé par tes propres travaux, » dit-il en s'asseyant. « Et je me souviens que tu m'avais prêté 20 $ pour un billet de concert quand mon père m'avait coupé mon argent de poche. Tu as toujours été quelqu'un de bien, mais... » Son simple geste de décence était une bouée de sauvetage dans un océan de jugement. Cela lui rappelait que tout le monde n'avait pas gobé les mensonges de Mark. « Il dit à tout le monde que je suis une sorte de femme entretenue, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. David ricana. « Ceux qui croient ça sont des idiots. » Mark a toujours été doué pour se mettre en valeur en dénigrant les autres. Certaines choses ne changent jamais. Leur conversation tranquille fut un bref répit, mais elle fut interrompue par la voix tonitruante de Mark.
Il était de retour sur scène, un verre à la main. « Bon, tout le monde, calmez-vous, calmez-vous » cria-t-il. Nous étions quelques-uns à discuter et nous avons pensé que ce serait amusant de partager quelques anecdotes sur ce que sont devenues certaines personnes, mais rendons cela intéressant. Parlons de notre plus grand échec sur le chemin du succès, car c'est là que se trouve le véritable apprentissage, n'est-ce pas? Son regard se posa sur Maya à l'autre bout de la pièce, et un sourire lent et cruel se dessina sur son visage. Il augmentait la mise, se préparant à porter le coup fatal. Il allait transformer sa vie en une mise en garde. Le nouveau jeu de Mark était un coup de maître de guerre psychologique. En le présentant comme une discussion sur l'échec, il s'est donné le droit d'être brutalement personnel sous le couvert d'une réflexion honnête. Il a commencé par une histoire autodépréciative sur sa première entreprise commerciale ratée, une entreprise de tonte de pelouse au lycée, qui a charmé l'auditoire et a consolidé son image d'homme humble et accessible. Il passa ensuite le micro à quelques-uns de ses amis qui racontèrent des anecdotes édulcorées sur de mauvais investissements ou des erreurs de carrière, toutes avec une fin heureuse. Tout cela n'était qu'un préambule soigneusement construit, un échauffement avant le plat principal. Maya observait, sa peur grandissant à chaque intervenant. Elle savait que le micro circulait dans un but précis, une arme passant de main en main jusqu'à atteindre sa cible. La salle était sous pression et elle se trouvait dans son centre. Finalement, Mark a repris la parole. C'était génial, les amis, une véritable leçon de résilience. Il a fait une pause, son expression se transformant en une profonde et triste contemplation. Mais cela m'amène à réfléchir à un autre type d'échec, pas un échec professionnel, mais personnel. Il a regardé la foule, son regard balayant Maya comme s'il s'adressait à toute la salle. Mais l'objet de son énergie était indéniable. Vous pouvez avoir tout le succès du monde, mais cela ne signifie pas grand-chose si vous vous perdez en chemin. J'ai connu quelqu'un qui avait tellement de potentiel, tellement de lumière. C'était une artiste brillante. Elle aurait pu faire n'importe quoi. Maya retint son souffle. Il parlait d'elle. Il parlait des peintures qu'elle créait, de la passion qu'elle avait déversée sur les toiles dans le petit studio qu'il partageait une autre fois. La passion qu'il avait d'abord encouragée, puis lentement, méthodiquement éteinte par ses critiques et son indifférence. Mais elle a pris peur, continua Mark, la voix empreinte de pitié. Elle a laissé sa peur de l'échec la paralyser. Elle a renoncé à ses rêves. Elle a choisi la voie facile, une vie confortable, une belle maison. Mais à quel prix? Que se passe-t-il quand on échange son âme contre la sécurité? Ces mots la frappèrent avec la force d'un coup physique. C'était exactement le discours qu'il avait utilisé pour la contrôler pendant des années. Il l'avait convaincue que son art était un passe-temps enfantin, que ses ambitions étaient irréalistes et que sa seule véritable valeur était de le soutenir. À présent, il présentait cette réalité déformée comme une histoire tragique dont elle était l'artisane. Il effaçait son rôle d'architecte de son insécurité et se présentait comme le témoin attristé de sa chute. Il la démêlait fil par fil devant tous ceux qu'ils avaient connus. Et le plus triste, dit-il d'une voix presque inaudible, c'est qu'elle ne semble même pas se rendre compte de ce qu'elle a perdu. Elle vit dans une magnifique age dorée, mais elle a oublié comment voler. Il finit par tourner son regard vers elle, les yeux remplis d'un mélange glaçant de pitié et de mépris. Quand je la regarde aujourd'hui, je ne vois plus que le fantôme de la fille que j'ai connue. Et cela, mes amis, est une tragédie. Le silence, un silence épais et suffocant, il avait réussi. Il l'avait dépeinte comme une coquille vide, un échec non pas dans sa carrière, mais dans son caractère. Une femme qui avait vendu son essence même pour une vie de luxe. C'était un portrait parfait et accablant, et dans les visages choqués et compatissants de ses camarades de classe, elle pouvait voir qu'ils le croyaient. Les murs soigneusement construits de son sang-froid commencèrent à s'effondrer. La robe saphir lui donnait l'impression d'être un costume. Sa confiance n'était qu'un masque fragile. Sous ce masque, elle était à nouveau cette jeune fille de 24 ans qui se regardait dans le miroir et ne voyait que ce que Mark lui disait d'y voir. Pas assez, jamais assez. La pièce se mit à tourner. Les visages se brouillèrent en un kaléidoscope de jugement. Les chuchotements n'étaient plus des chuchotements. Ils résonnaient comme un rugissement dans ses oreilles. Croqueuse de diamants, ratée, vide, fantôme. Jess lui saisit la main,
les jointures blanchies. Respire. Il ment. Ce ne sont que des mensonges. Mais ces mensonges étaient si puissants car il s'appuyait sur ses propres peurs enfouies. Avait-elle choisi la facilité? Sa vie avec Rowan, aussi merveilleuse et aimante soit-elle, n'était-elle qu'une belle distraction qui l'empêchait de réaliser son potentiel? Le poison de Mark fonctionnait car il activait un poison qu'elle portait en elle depuis des années. Il avait gagné. Il l'avait mise à nu, avait exposé ses insécurités les plus profondes et avait invalidé toute son existence en moins de 5 minutes. Il descendit de la scène sans la regarder, son travail accompli. Il fut immédiatement entouré d'amis compatissants qui lui offraient une tape consolatrice sur l'épaule, leurs expressions confirmant qu'ils le voyaient comme la noble partie blessée. Maya ressentit un besoin désespéré de fuir, de s'enfuir de la pièce, de l'escalier creusé, du poids suffocant du récit de Mark. Elle fit un demi-pas vers la sortie, sa vision se rétrécissant, puis les grandes portes de la salle de bal à l'autre bout de la pièce s'ouvrirent. Un homme entra. Il n'était ni bruyant ni ostentatoire, mais sa présence semblait aspirer tout l'air de la pièce. Il était grand et impeccablement habillé, mais c'était son aura d'autorité calme et inébranlable qui attirait immédiatement l'attention. Il resta debout d'un instant, ses yeux couleur whisky scrutant la foule avec une intelligence calme et perspicace. Il ne cherchait personne en particulier, mais tout l'écosystème social de la pièce semblait se déplacer et se recalibrer autour de lui. Les chuchotements reprirent, mais cette fois-ci, ils étaient différents. Ils n'étaient pas remplis de ragots et de jugements, mais d'admiration et d'incrédulité. C'est « Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est Rowan Ashford. » Il l'a vu. À travers la salle bondée, ses yeux rencontrèrent les siens. Le bruit, les jugements, le poids écrasant des paroles de Mark. Tout semblait s'estomper en arrière-plan. Il ne souriait pas. Il n'en avait pas besoin. Son regard était une bouée de sauvetage, une promesse silencieuse. « Je suis là. » Il se mit à marcher vers elle, d'un pas lent et délibéré. La foule s'écarta pour lui comme la mer Rouge. Mark, au milieu de son cercle de sympathisants, se retourna pour voir ce qui avait causé cette agitation. Son visage, rayonnant de victoire quelques instants auparavant, se relâcha. Il pâlit, laissant place à un teint blafard et choqué. Le chasseur venait de réaliser qu'un prédateur beaucoup plus grand et plus dangereux venait d'entrer sur son territoire. L'entrée de Rowan n'était pas une simple arrivée. C'était un événement. Il traversa la salle de bal avec une économie de mouvement qui trahissait un homme parfaitement à l'aise dans sa peau, un homme pour qui des salles comme celle-ci n'étaient pas une scène où se produire, mais simplement un espace à occuper. Le regard collectif des anciens élèves de Northgate High le suivait, une vague de crainte silencieuse et de réévaluation frénétique se propageant dans la foule. Ce n'était pas seulement un homme qui avait réussi, c'était un autre échelon de l'existence, un nom qu'il lisait dans le Wall Street Journal, pas dans le journal local. Mark et son entourage se figèrent au milieu d'une phrase. Leur bulle d'autosatisfaction éclata instantanément. Le visage de Mark était le reflet d'émotions contradictoires, d'incrédulité, de fureur et d'une soudaine prise de conscience de son propre statut provincial. Lui qui venait de passer l'heure précédente à soigneusement façonner son image de roi autodidacte de leur petit étang, se trouvait désormais face à un océan. Rowan ne jeta même pas un regard en direction de Mark. Il était entièrement concentré sur Maya. En s'approchant, il remarqua le tremblement de ses mains, les larmes brillantes dans ses yeux, la fragilité avec laquelle elle se retenait de fondre en larmes. Son expression, qui était neutre et observatrice, s'adoucit d'une profonde tendresse protectrice qui n'était destinée qu'à elle. Il l'atteignit et, sans un mot, lui prit la main. Ses doigts étaient chauds et forts, une encre solide dans la mer tourbillonnante de sa panique. Il porta sa main à ses lèvres et déposa un baiser doux sur ses jointures. Un petit geste intime qui, dans cet espace public, était en quelque sorte plus puissant et plus déclaratif que n'importe quelle grande déclaration. « Je suis désolé d'être en retard », dit-il d'une voix basse à l'intention de ses seules oreilles. Le gala était interminable. « Rowan », souffla-t-elle, son nom comme une prière de soulagement. « Que fais-tu ici ?»« Tu es ma femme », répondit-il simplement, comme si c'était la seule explication nécessaire au monde. Il tourna son attention vers Jess. « Jessica, je suis heureux de te voir. »« Toi aussi, Rowan.
répondit Jess, les yeux écarquillés, à la fois stupéfaite et admirative. Ton timing est impeccable. Le regard de Rowan quitta enfin Mara pour balayer la pièce. Il observa les visages stupéfaits, le silence gêné, puis il posa finalement les yeux sur Mark. Il ne le fusilla pas du regard. Il ne le regarda pas d'un air menaçant. Il se contenta de le regarder. C'était un regard calme et évaluateur, du genre que porterait un géologue sur un rocher ordinaire. D'un seul regard dédaigneux, il dépouilla Mark de toute sa fanfaronnade et de sa bravade, le rendant petit et insignifiant. Mark, retrouvant un peu de son sang-froid, bombait le torse et fit un pas en avant, affichant une bravade qu'il ne ressentait clairement pas. « Ashford, je suis Mark Reynolds, l'ex-mari de Mir. Nous n'avons pas été officiellement présentés. » Il tendit la main, dans une tentative désespérée d'affirmer une certaine forme d'égalité, de prouver qu'il appartenait au même cercle. Rowan regarda longuement la main tendue, non pas avec mépris, mais avec une sorte de curiosité détachée. Puis il releva les yeux vers le visage de Mark, l'expression indéchiffrable. Il ne fit aucun geste pour la serrer. « Une présentation n'est pas nécessaire, » dit Rowan d'une voix calme, mais qui résonnait avec une clarté absolue dans la pièce silencieuse. « Je sais qui vous êtes. » Cette simple déclaration était dévastatrice. Elle impliquait une histoire, une connaissance qui allait au-delà d'un simple nom. La main que Mark avait tendue resta suspendue dans les airs pendant une seconde pénible avant qu'il ne la laisse retomber maladroitement le long de son corps. Une vague d'humiliation et de colère envahit son cou. Rowan se tourna légèrement, créant une barrière subtile mais indéniable entre Mark et Ma. Il avait pris le contrôle de toute la dynamique sans élever la voix ni faire le moindre geste menaçant. Son pouvoir ne résidait pas dans ce qu'il faisait, mais dans ce qu'il n'avait pas besoin de faire. « Je crois que tu divertissais tout le monde avec tes histoires, » dit Rowan, les yeux toujours fixés sur Mark. Quelque chose à propos de l'échec, Mark déglutit péniblement. Juste quelques vieux amis qui partageaient des anecdotes. « Tu sais comment c'est? Je ne suis pas sûr, » répondit Rowan, d'un ton toujours doux, presque conversationnel. « Ma femme est l'une des personnes les plus résilientes et courageuses que j'ai jamais rencontrées. Sa définition du succès est peut-être différente de la tienne. Tu vois, elle ne le mesure pas au bruit que tu fais, mais à l'intégrité tranquille avec laquelle tu construis ta vie, non pas aux rêves que tu proclames haut et fort, mais à ceux que tu réalises discrètement et avec diligence. » Chaque mot était une incision chirurgicale précise, démantelant les fondements même du récit que Mark avait soigneusement construit. Il ne se contentait pas de défendre Maya, il redéfinissait les termes de tout le débat. Maya le fixait, le cœur gonflé d'un sentiment si immense qu'elle pouvait à peine le contenir. Il n'était pas arrivé en trombe, les poings levés. Il n'avait pas fait de scène. Il la défendait avec son intelligence, sa dignité et sa foi inébranlable en elle. Il montrait à tous les présents qui il était, et ce faisant, il leur montrait la femme qu'il voyait quand il la regardait. Les spectateurs étaient captivés. Ce drame était bien plus captivant que le monologue apitoyé de Mark. C'était un affrontement silencieux et mortel entre deux types de pouvoirs très différents. L'un était bruyant, peu sûr de lui et fondé sur l'asservissement des autres. L'autre était silencieux, absolu et ancré dans la conviction. « Je pense, » dit Rowan, son regard quittant enfin Mark pour se tourner vers le reste de la pièce, une pointe d'acier sous-jacente dans son ton calme, que le jeu est terminé. Il regarda ensuite Maya, son visage s'adoucissant à nouveau. « Allons prendre l'air. » Il n'attendit pas de réponse. Tenant fermement sa main dans la sienne, il commença à l'éloigner de l'épicentre toxique de la pièce. La foule s'écarta à nouveau pour les laisser passer. Ils passèrent en devant les visages stupéfaits, les bouches ouvertes, la compréhension naissante dans les yeux de leurs camarades de classe. Alors qu'ils atteignaient les portes, Maya jeta un dernier regard en arrière. Mark se tenait seul, son ancien public s'étant subtilement éloigné, ne voulant pas être associé au camp des perdants. Il avait l'air abattu, sa victoire bon marché s'étant transformée en cendre dans sa bouche. Pour la première fois de la soirée, il ressemblait exactement à ce qu'il était, un tyran qui venait d'être remis à sa place. L'air frais de la nuit était un baume sur la peau rougie de Mia. Rowan la conduisit à travers une série de porte-fenêtres vers une terrasse en pierre déserte, surplombant le terrain de golf. Le verre soigné baigné dans la lumière argentée de la lune était un paysage d'un calme parfaitement ordonné,
à 1000 lieues du champ de bataille social qui se trouvait à l'intérieur. Ils restèrent longtemps silencieux, le bruit lointain de la fête résonnant faiblement derrière eux. Maya finit par laisser échapper un soupir tremblant. La tension des dernières heures se libéra de son corps comme une vague. « Merci », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Si », répondit Rowan en se tournant vers elle, ses mains trouvant les siennes et les tenant doucement. « Si je devais le faire, je ne resterais jamais les bras croisés et ne laisserais personne parler ainsi de ma femme. Il m'a fait me sentir si petite, avoua-t-elle, la honte s'accrochant encore à elle. Pendant un instant, j'ai presque cru ce qu'il disait. J'ai presque cru que j'étais la personne qu'il décrivait. Il a décrit un fantôme, dit Rowan d'une voix ferme. Une fiction qu'il a créée pour apaiser son ego. La femme que je vois est une brillante consultante en art qui a négocié à elle seule l'acquisition d'un Monet pour l'un des collectionneurs les plus exigeants au monde. La femme que je vois est une partenaire, ma conseillère la plus fiable. La femme que je vois vient d'obtenir un siège au conseil d'administration de la Children's Literacy Foundation. Un fantôme ne pourrait pas faire cela. Seule une femme formidable le pourrait. Il énumérait ses réalisations non pas pour la défendre, mais pour exposer les faits. Il lui tendait un miroir, la forçant à voir le reflet qu'il voyait, la vérité que les propos acerbes de Mark avaient tenté d'occulter. À ce moment-là, les porte-fenêtres s'ouvrirent à nouveau. C'était Mark. Son visage était un masque de rage. L'humiliation publique avait envenimé la situation et son besoin de confrontation avait pris le dessus sur son instinct de survie. « Je dois te parler », grogna-t-il en pointant Mia du doigt. « Seul ?» Rowan s'avança légèrement, formant un bouclier subtil mais infranchissable. « Je ne pense pas. C'est entre elle et moi », insista Mark en élevant de la voix. « Il s'agit de notre histoire. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. »« Oh, mais je pense que je le sais », dit Rowan, sa voix descendant à un niveau dangereusement bas. Le conversateur calme avait disparu, remplacé par un homme froid et autoritaire. « Je sais, par exemple, que ta femme a reçu un héritage de sa grand-mère. Celui qui a payé tes frais de scolarité à la faculté de droit et tes frais d'examen du barreau. Un héritage qui n'a jamais été remboursé, ni même reconnu. Je suppose que cela faisait partie des difficultés sur lesquelles tu as bâti ta carrière. » La mâchoire de Mark se relâcha. Il avait l'air d'avoir reçu une gifle de Rowan. « Comment? Comment as-tu su cela? Quand je suis tombé amoureux de Maya, je me suis donné pour mission de comprendre tout ce qu'elle avait vécu, » dit Rowan, les yeux glacés. « Je sais qu'elle avait reçu une offre d'emploi de l'Art Institute of Chicago, celle que tu l'as convaincue de refuser parce qu'elle aurait dû voyager, et que tu avais besoin qu'elle reste à la maison pour taper tes dossiers et organiser des dîners pour tes associés. Tu oses appeler cela un sacrifice pour notre avenir, un terme intéressant pour saboter la carrière de ta femme afin de faire avancer la tienne. » Maya fixa Rowan stupéfaite. Elle lui avait bien sûr raconté ces choses, dans des confessions discrètes et larmoyantes au fil des ans, mais les entendre exposées de manière si clinique, si factuelle, comme des preuves dans une affaire contre Mark, était à couper le souffle. Rowan n'avait pas seulement écouté sa douleur, il avait répertorié les injustices. Et je sais, a poursuivi Rowan d'une voix implacable, qu'après votre première grosse affaire, lorsque vous vous êtes acheté une Porsche, vous avez dit à Maya qu'il ne restait plus assez d'argent pour qu'elle puisse suivre le programme de master, auquel elle avait été acceptée, même si les frais de scolarité représentaient moins d'un quart du prix de votre voiture. Mark était pâle, trébuchant d'un pas en arrière. Ce n'était pas aussi simple que ça, n'est-ce pas? Ou était-ce simplement que votre succès exigeait son échec? Que pour que vous vous sentiez grand, elle devait rester petite. Rowan fit un pas vers lui et pour la première fois, Mark eut l'air véritablement effrayé. « Vous ne vous êtes pas contenté de divorcer, Monsieur Reynolds. Vous avez essayé de la détruire systématiquement. Sa confiance, son ambition, son estime de soi. Vous parlez d'une cage dorée, mais la seule cage dans laquelle Maya s'est jamais trouvée est celle que vous avez construite pour elle, brique par brique, avec vos insultes, votre condescendance et votre égoïsme monumental. La vérité, prononcée d'une voix froide, précise et monotone par Rowan, était plus accablante que n'importe quel cri de colère. Elle aspira tout l'oxygène de la terrasse. Mark se retrouva exposé, non pas comme un ex-mari lésé,
mais comme un petit tyran émotionnel. Ses motivations cachées n'étaient plus cachées. Elles étaient désormais visibles de tous. Il ne s'agissait pas d'amour ou d'histoire. Il s'agissait de jalousie. La jalousie professionnelle d'un homme qui en voulait à sa femme pour son potentiel et l'amertume personnelle d'un homme qui ne supportait pas de la voir heureuse et épanouie avec quelqu'un d'autre. Vous avez donc raison, conclut Rowan, sa voix s'adoucissant légèrement alors qu'il reportait son regard sur moi. Il s'agit de votre histoire, et je suis ici pour m'assurer que cette histoire n'ait plus le pouvoir de lui faire du mal. Il regarda ensuite Mark, l'air déterminé et dédaigneux. Vous n'êtes qu'une note de boss de page dans l'histoire de ma femme, Monsieur Reynolds. Je vous suggère d'apprendre à l'accepter. Sur ces mots, Rowan prit la main de Ma, tourna le dos à l'homme déçu et furieux, et l'emmena loin de la terrasse, laissant Mark seul avec les débris de ses propres mensonges. Ce n'était pas une victoire bruyante, mais une victoire silencieuse. Une défense silencieuse qui avait rugi comme un lion. Lorsque Rowan et Mia revinrent dans la salle de bal, l'atmosphère était électrique. La confrontation sur la terrasse n'avait pas été vue, mais le changement de pouvoir qui s'était produit lorsque Rowan était arrivé était toujours palpable. Mark trébucha un instant plus tard, le visage blême, sa bravade complètement disparue. Il ressemblait à un ballon dégonflé, et la vue de sa défaite était une vérité plus puissante que n'importe quel commérage. Il évita le regard de tout le monde et se dirigea directement vers le bar, où il avala un verre de scotch d'un trait. Le charme était rompu. Le récit que Mark avait si soigneusement tissé avait été réduit en lambeaux. Les personnes qui s'étaient empressées de lui offrir leur sympathie et de se joindre au jugement de Mia semblaient désormais incertaines. Leurs allégeances changeaient face à une nouvelle réalité indéniable. Elles commençaient à regarder Maya différemment, non plus avec pitié, mais avec un respect naissant. Ils ne la voyaient plus à travers le prisme déformé de Mark, mais comme la femme qui se tenait aux côtés de Rowan Ashford, son égale en grâce et en force tranquille. Jess et David Chen se précipitèrent vers eux, le visage rayonnant. C'était, dit Jess, en cherchant le mot juste, biblique. Cela fait 10 ans que je voulais voir quelqu'un le remettre à sa place. David secoua simplement la tête avec admiration. Il n'avait même pas élevé la voix. Mais le véritable jugement n'était pas encore tombé. Il ne viendrait pas de Rowan. Il viendrait de Maya elle-même. Soutenue par la défense inébranlable de Rowan, sentant le sol solide sous ses pieds pour la première fois de la soirée, elle ressentit un profond changement en elle. La peur avait disparu, remplacée par une colère froide et claire. Une colère non seulement envers Mark, mais aussi envers elle-même, qui l'avait laissé la convaincre qu'elle était moins que ce qu'elle était. Elle vit Bethany Wells et Scott Peterson, deux des plus fervents partisans de Mark, blottis près de la table des hors-d'œuvre, jetant des regards nerveux dans sa direction. L'ancienne Mir les aurait ignorés, se serait contentée de sa victoire personnelle. La nouvelle Mir, la femme que Rowan voyait, marcha directement vers eux. Ils se turent à son approche, leur malaise était évident. « Bethany », commença Mia d'une voix calme et posée. « Tu as mentionné tout à l'heure à quel point ma vie devait être différente maintenant. Tu as raison, elle l'est. Par exemple, mon mari ne considère pas mes rêves comme une menace pour les siens. Il ne me dit pas que mes passions sont des passe-temps stupides. Il célèbre mon succès au lieu d'essayer de le saboter. C'est la principale différence, pas l'argent. » Le visage de Betty devint rouge vif. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Maya se tourna alors vers Scott. « Et Scott, tu as dit que tu étais fier de Mark pour avoir créé son entreprise à partir de rien. Tu devrais savoir que le capital de départ de cette entreprise provenait de l'héritage de ma grand-mère. Un investissement que j'ai fait en lui parce que je croyais en lui. Un investissement qu'il oublie commodément de mentionner lorsqu'il raconte son histoire héroïque. » Scott regarda le sol, le plafond, partout sauf Mir. La vérité de ses paroles, prononcées sans malice, mais avec une conviction inébranlable, avait une authenticité indéniable. Elle n'avait pas fini. Sa voix s'éleva légèrement, sans crier, mais suffisamment pour attirer l'attention des personnes présentes. Pendant des années, j'ai laissé Mark me définir. J'ai laissé sa voix devenir la seule voix que j'entendais dans ma tête. Il me disait que j'étais faible, alors je me sentais faible. Il me disait que je n'étais rien sans lui, et je le croyais. Elle regarda Mark à l'autre bout de la pièce, qui observait la scène, piégé et impuissant.
Mais il avait tort. Les mots étaient semblables, mais ils résonnaient avec la force d'une révélation. C'était sa déclaration d'indépendance, prononcée non seulement devant l'Assemblée, mais aussi devant le fantôme de la fille qu'elle était autrefois. Ma vie n'a pas commencé lorsque j'ai rencontré Rowan Ashford. Elle a commencé lorsque j'ai quitté Mark Reynolds. Tout ce que j'ai, je le dois au fait que j'ai enfin commencé à croire en moi. L'amour et le soutien d'un homme bon ont été un coup de pouce providentiel, mais c'est moi qui ai réappris à voler. Son discours fut accueilli par un silence stupéfait. Elle ne s'était pas seulement défendue, elle avait repris possession de sa propre histoire. Elle avait pris le récit laid et déformé que Mark avait créé et l'avait brûlé. À la place, elle leur avait offert la vérité, qui était bien plus convaincante. Le jugement était silencieux mais absolu. Il se lisait sur les visages honteux de ceux qui l'avaient jugé si rapidement. Il se lisait dans le nouveau respect dans les yeux de ses anciens camarades de classe. Il se lisait dans la façon dont Bethany ne pouvait pas la regarder dans les yeux et dont Scott trouvait soudain ses chaussures fascinantes. Puis un bruit rompit le silence. Des applaudissements. Ils commencèrent avec Jess et David, mais se propagèrent. Sarah Bell, la fleuriste, se mit à applaudir. Quelques autres se joignirent à eux. Ce n'était pas une ovation tonitruante, mais une vague de soutien, une reconnaissance de son courage. Rowan était resté en retrait, lui laissant profiter de son moment. Il vint alors à ses côtés, les yeux brillants de fierté. Il lui prit la main et la serra. Maya Vale Ashford regarda autour d'elle les visages des personnes avec lesquelles elle avait grandi. Elle n'était plus un fantôme ici. Elle était réelle, elle était entière, et elle était enfin libre. La réunion n'était plus une fosse aux lions, c'était juste une pièce remplie de gens. Et elle n'avait plus peur. L'histoire de Maya nous rappelle avec force que notre passé ne doit pas nécessairement définir notre avenir. Elle montre que la véritable force ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à avoir le courage de se relever et de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Elle s'est battue contre les mensonges, non pas avec colère, mais avec la dignité tranquille de la vérité. Prouvant que la voie la plus puissante que l'on puisse avoir est la sienne. Son parcours, de la cage dorée à une vie de liberté authentique, est une source d'inspiration pour tous ceux qui se sont déjà sentis petits. Si cette histoire de trahison, de rédemption et de l'incroyable pouvoir de l'estime de soi vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes qui ressemblent à la vraie vie. Spike down A. Scheiße. Ach, ich bin dumm. Ja, alles gut. Kein Stress. Combat is a And means see. to an end. Maybe we try B, Are the means. or we try a fake. I don't mind. Okay, B, go B. Wie ein Hund. I mean, ich bin Streamer. So last round, Brim and Chamberware on B side. Baby, don't stop it. Nach dem Messen geht es da, die Party ist Where are fantastisch. you? Bring them down. Mark one. Oh, Chamber trip. Ah, I don't know, brother. Last player standing. Flawless. Ach, Mann. Streamer sind Hunde? Würde ich schon so sagen, oder? Battlefield changes with every play. Go B again, guys, please. yeah. Wie ist aber scheiße. Spikes here. Get on with it. Could be holding with up again. Care long.
can flash. Where are you? I flash in garden. I'm gonna ult. Nightmare, take them! We'll catch them. Mark one. In smoke, left side. Reloading there. Digga, jede verfickte Ult gerade gefrowt. Spike planted. Enemy spotted. Bring them down. Mann, Alter. Last player standing. Scheiß Operator-Spieler, wirklich. One enemy remaining. Holy What the shit. fuck, Digga? Sauber. Well played. Auch vor dir, falls du die willst. Last round. Junge, in the Junge, half. Junge. Beef gegen alle Streamer? Nee, ja, Holy Mann. shit. Otherwise, we're going to Sehr look clean. theirs. Das Beef gegen alle Streamer starten. Wird man so relevant? Danke. Was, sie ändert Farbe? Warum ändert quasi Farbe? Warum? Ich komme damit nicht klar. Gibst du ihr Freiung, kannst du gehen, und sie weiß auch, wo sie essen kriegt und schlafen kann. Und ein größter Lyriker der 2000er. Ah! Wegen dem Badge. Aber du bist pink hier. Du hast ein VIP-Badge. Reloading. City. Bring them down. I'll find you. I've got your trail. If you want it, I'll take you heaven if you like. Ah be abi. One enemy remaining. Quasi Nightschuhe, mein Gott. Flawless. Wir kommen hier Okay, nicht, wir kommen hier nicht mit Veränderung klar, okay? Switching sides. Du warst auf der Orange, true, oh mein Gott. Demands our attention. Actually, do whatever you want. Wie soll ich damit leben? Wir können ja einfach dafür, wir können ja einfach starten, dass eine Frau dafür verantwortlich ist. Und dann die Frau einfach runterhalten. Weil sie ist ja an allem schuld. Oh, jetzt hat quasi schon geändert. Seems like, Jetzt können wir Vincent's keine still Frauen AFK. haten. Ping not Du moving. nimmst uns ja den Spaß weg. Heaven if you want it, I'll take you to heaven if you like. I'll find you. Something A or B. He's quiet yet? I'm gonna read it. Sky is sure. Warum den Frauen haten? Weil es anscheinend der Trend ist. Keine Ahnung. Wegen dieser ganzen Tänzkeide-Sache. Gefühlt werden auf meiner Timeline nur Frauen deswegen gehatet. Das ist so verrückt. Try again. Warte. Bring them down. You're alive with fear. One enemy remaining. Sauber. Maybe main, she was in showers. Protect me. Nice. Good job. Good job, guys. Holy shit, Fade. You're Save the cooking. day. Reloading. Fade is carrying our asses. I mean, True. Jet is carrying our asses. Yeah, you both are carrying our asses. It's crazy. Niemand war pink. Ich laber Bullshit. Paxi, danke für den Parkschein. Hey, Man, ja, Mann. Nicht mitbekommen. To be fair, du bist auch nicht auf Twitter wahrscheinlich. Der hätte man nicht Club, I mitbekommen. can play A if you wanna play mid. No, this is no problem. Ja, alle meine VIPs waren mal pink, ne? Where are you? Okay, in front of B. Sag Uwu, danke. Ich spiele gerade nicht Sage, okay? Ich kann nicht Uwu sagen. Also ich wurde nicht auf die Gegengewalt an Frauen-Demo. Oh! Nice Shot. Nee, Enemy spotted B.
Frauen sind an allem schuld. Immer diese Frauen. Chamber is main. Wie lange geht hier ein Parkschein? Ein Stream. Two on me. Main garden chamber. Eine Französin klingt schon hot, oder? Could be TPing. They could rotate back. Yeah, rotate. Nimm mir das nicht böse, Harry. Nimm mir das nicht böse. Aber ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, du bist schwanger. Tut mir leid. Es tut mir leid. 30 seconds left. One enemy remaining. Spike down A. Maybe still in showers. He was going through portal. Nice. Well Okay. played. Nice, ran out. Good job, guys. I'm sorry for playing so No, dumb no, 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 right no. now. Wer ist die dritte? Hey, let's go. I missed all my shots. It's fucking awful. I can buy somebody. I could use a drop. Thank you. Würden wir uns freuen oder würden wir sagen, oh, Harry, musst du mir kurz sagen. Damit ich weiß, wie ich reagieren muss. Ach, die feiern Fasching. Ich würde weinen. Das beantwortet meine Frage nicht. Sky. Okay, nicht das gute Weinen. Okay, okay. I'm gonna stay on B for a while. Oh, Ah, Jet in lamps. Oh, warte, ich muss deine Nachricht gleich lesen. Das Thema bringt mich heated. Spike planted. Bring them down. Ach, die wollen. Reloading. I can flash side. Get in sight. Bring them down. Ach, Brother. I'm fighting. Ach, Mann, dieses Player Chat. standing. So many lamps. Danach, wenn das Männer sich geht, dann ein halbes Moment. Ich finde jetzt das irgendwie dumm. Wir wollen sie ganz oft, das wäre übel hot. Ich sage es hot. Nee, mit dieser kalte und Tense-Sache, ich finde es halt so erschreckend, dass literally gepostet wird, One echo. dass die sich halt im Guten getrennt haben. Und die Leute direkt da reingehen und sagen, ja, oh mein Gott, der arme Tenz, der hat sie durch ihre Krebskrankheit begleitet und jetzt macht sie Schluss mit ihm. Der arme Tenz, die Frauen immer, die nehmen einem alles und gehen dann. Digga, bitte, halt die Fresse. Also wirklich. Die waren seitdem die 17 sind zusammen, da ist das Gehirn noch nicht richtig developed. Das kann gut